Sécuriser la population de Pointe-Noire pour éviter que les taxis-motos deviennent des faiseurs ou créateurs de morts en provoquant multiples accidents, voilà ce à quoi s'attellent les pouvoirs publics, qui ont organisé une session de formation avec passation de permis de conduire à la mairie de Loandili, 4e arrondissement de la ville de Pointe-Noire. Comme nous le signifie ici le secrétaire général de la section fédérale des taxis-motos, M. Loubaki Mouammar. Nous avons réuni tous les motoristes de faire la formation et obtenir un certificat de fin de formation. Après avoir obtenu le certificat de fin de formation, ils auront droit d'avoir le permis de conduire. Cette formation de tous les transporteurs de tricycles et motocycles est une recommandation du gouvernement de la République pour réguler la circulation et sécuriser la population. Jules Onyele, secrétaire chargé des motocycles et tricycles et activités connexes, s'explique. L'objectif de cette rencontre, elle est simple. Le gouvernement avait pris un arrêté 2024-324 qui réglemente le secteur du transport par motocycle et tricycle. Et dans ce décret, il est dit dans son article 7 que tout conducteur de moto doit être détenteur d'un permis de conduire. Et c'est aujourd'hui, cette formation a commencé à Gomboma, à Brazzaville, à Ouando, à Oyo. Et aujourd'hui, nous sommes à Pointe-Noire pour former les conducteurs de motocycles et tricycles qui font l'activité du transport public. Le manque du code de la route, c'est pour cela que nous avions initié les formations. Déjà, je vais vous dire que ces personnes qui sont en train de recevoir la formation aujourd'hui, c'est des gens qui ont été déjà passés un examen de permis qui s'est déroulé le 13 et aujourd'hui, par le biais du directeur général du transport terrestre qui patronne cette activité, qui a préfinancé ces formations des conducteurs de motocycles de la ville de Pointe-Noire et Kouilou. Et cette formation a pour but de renforcer la connaissance du code de la route aux conducteurs de motocycles. Parce que vous le sachiez que les conducteurs savent piloter la moto, mais ils ne maîtrisent pas le code de la route et ils ne maîtrisent pas qu'est-ce que la moto. Et à travers cette formation, nous sommes en train d'équiper ces conducteurs de motocycles à cette connaissance du code de la route et de la machine à laquelle ils sont en train de conduire. Les mesures qui accompagnent cette formation, après la fin de la formation, la formation sera sanctionnée par un certificat de fin de formation. Et après ce certificat de fin de formation, les gens auront le permis provisoire qui a une validité de 3 mois. Après ces 3 mois, la personne aura l'accès à un permis définitif qui a une durée de 10 ans. Que le décret qui réglemente ce secteur est bien dit que tout détenteur de moto doit être aussi détenteur d'un permis. Cette formation va certainement diminuer le nombre d'accidents et de morts causés par taxi, moto et tricycle dans la ville de Pointe-Noire et peut-être dans tout le pays, puisque cette formation a commencé dans le nord du pays et vient de prendre fin à Pointe-Noire. Plusieurs maladies sont les résultats d'une alimentation déséquilibrée, la mauvaise gestion du stress liée à la pression sociale et professionnelle, ce qui cause beaucoup de morts dans la société. Et pour y remédier, Madame Ngomro Somti Emilienne, sociologue conseillère socio-familiale nutritionniste et thérapeute antidrogue, a mis en place un cabinet conseil à Pointe-Noire dénommé Cabinet Bien-être La Renaissance, qui œuvre dans le conseil socio-familial et éducatif, le conseil thérapeutique, la détoxification du corps, la sensibilisation en santé préventive, car un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore, la consultation nutritionnelle et diététique. Sur les multiples activités du cabinet conseil, Madame Emilienne Somti Ngomro s'explique. Je suis Madame Somti Emilienne. Je suis sociologue, nutritionniste déléguée médicale et thérapeute antidrogue. Alors, le cabinet Conseil et Bien-être La Renaissance est une structure mise sur pied pour la prévention et l'accompagnement dans le bien-être global. Nous savons tous que la prévention
n'est pas vraiment promu dans nos sociétés en Afrique. Du coup, nous recevons toutes les catégories de personnes, que ce soit les enfants, les hommes, les femmes, en âge de procréer, les personnes de 3e âge, malades ou pas, nous les recevons pour une prise en charge à temps. Il y en a que nous recevons et qui nécessitent des urgences, nous orientons. Et notre objectif ici, c'est vraiment d'interpeller la conscience et la responsabilité de tout un chacun sur sa propre santé. Que quand on ressent certains malaises, il faut déjà s'orienter vers la structure appropriée pour gagner sur le temps afin de stopper le malaise à temps. Parce que quand les gens attendent jusqu'à la dernière minute pour arriver dans les hôpitaux, deux fois, nos hôpitaux manquent de certains matériels. Non seulement ça, mais le corps humain est délicat à être manipulé et ça peut engendrer des cas que nous ne souhaitons pas. Et nous sommes là vraiment pour interpeller la conscience, une prise de conscience afin que qu'il y ait des soucis ou pas, que chacun ait un temps fixé dans l'année, 2 ou 3 fois où il passe chez un personnel de santé pour ne serait-ce que faire des contrôles de routine afin de voir si vraiment tout va bien à l'intérieur de soi. Parce que à l'intérieur de nous, on a des organes qui vivent là, qui nous permettent de fonctionner. Mais nous ne connaissons pas leur état de fonctionnement exact. Nous ne savons pas vraiment s'ils sont en bon état ou bien s'ils sont en détérioration progressive. Si cela ne relève pas vraiment de notre compétence, nous orientons vers les structures plus appropriées pour la prise en charge à temps. Donc, malade ou pas, malaise ou pas, c'est très important de connaître l'état de fonctionnement de notre corps, à quel point, à quel niveau nous sommes. Lié à la médecine moderne, la sociologie épargnerait à l'Afrique et au Congo plusieurs maladies dont nous souffrons. Le liquide précieux et vital pose problème dans la ville économique Pointe-Noire. L'on se demande sur ce que devait devenir la vie de la population dans les grandes majorités des quartiers de la ville de Pointe-Noire. La population ne s'approvisionne en eau potable qu'à travers des forages et la qualité de ce produit n'est pas élucidée, car dans certains forages, l'eau que nous buvons sent l'odeur de l'argile. Mais comme elle sort de sous terre, elle est consommable sans se rendre compte des dégâts que cela peut causer dans l'organisme. Les fontaines publiques ont disparu pour laisser la place aux fontaines personnelles dans les parcelles. Mais celles-ci sont devenues des monuments dans les parcelles, car ne laissent couler aucune goutte depuis bientôt plusieurs années. Ces fontaines, héritées de la SNDE, devenue aujourd'hui la Congolaise de distribution d'eau, LCDE, sont là pour la bonne forme et ne servent plus à rien, quand bien même que les factures de la LCDE sont distribuées. À cela s'ajoute un autre problème, la difficulté dans les forages. Vous devez payer de l'eau tous les jours. 3 bidons de 25 litres à 100 francs, 2 bidons de 10 litres à 25 francs, la lessive, la vaisselle, la cuisine, le nettoyage, les toilettes, et ceci demande de l'eau. Combien de bidons devra-t-on s'acquérir pour une famille de 10 personnes pour une journée? Et combien d'argent à dépenser par jour, par mois? Là est toute la question. Certains pères de famille que nous avons trouvés devant les forages ont réagi de la manière suivante. Oui, s'approvisionner au forage ou à la pompe. D'abord, la pompe, ça n'existe presque plus. Grâce au forage, nous trouvons un brin de vie. Si les forages n'étaient pas, c'est pas ce que ça devait devenir. Mais on a plus l'avantage à la pompe par rapport aux frais. Mais au forage, vraiment, c'est des dépenses. Tous les jours, il faut dépenser de l'argent. Vraiment, on a de la peine à supporter cela. Moi, personnellement, par jour, si j'ai dépensé 20 000, vraiment, je n'ai rien fait. Parce que tout, alors c'est l'eau. Mais pour avoir l'eau, il faut l'argent, maintenant. Là. Or que l'eau, à la pompe, c'est nettement mieux. C'est mieux à la pompe, mais malheureusement, ça n'existe plus. Alors que là où nous vivons, il y a l'eau sous terre, mais sur terre, il n'y a pas l'eau.
Nous avons parlé, mais c'est en vain. Et on en parle toujours, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Présentement, là, vraiment, le peuple souffre par rapport à l'eau, par rapport aux dépenses. Mais sincèrement, le pouvoir public n'a qu'à faire quelque chose. Regardez un peu la peine des populations. Alors, le pouvoir public n'a qu'à faire quelque chose. Vraiment. Regardez la peine de la population. Pointe-Noire serait un chantier depuis février 2024, date à laquelle le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, avait lancé les travaux de la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire. C'est finalement en mai 2025 que certains chantiers ont ouvert. La Congolaise de route, LCR en sigle, qui a pour mission d'entretenir la route nationale numéro 1 qui relie la capitale économique à la capitale politique Brazzaville, est toujours à l'œuvre. Repartie en 4 secteurs, Pointe-Noire Ludima, Ludima Lutete, Lutete Ngamanzambala et Ngamanzambala Brazzaville, la capitale. Le groupe de Pointe-Noire a procédé à refaire l'enrobé entre le péage de Mingo et le rond-point Jean-Pierre Tshisekedi-Kaya, ce qui crée des difficultés dans la circulation dans cette zone, surtout que les usagers de la route profitent des fêtes pour vouloir faire des bénéfices. Donc, le mouvement des gros porteurs dans cette zone n'est pas fluide. Le témoignage est très vivant. Quant à l'enrobé qui se fait, c'est que la première couche qui est en train d'être exécutée depuis ce matin, tel que vous le voyez sur ces images. La deuxième viendra avant d'avoir une circulation normale. Cet enrobé va permettre de boucher les nids de poules qui jonchaient le rond-point Jean-Pierre Tshisekedi-Kaya. Après le rond-point, les travaux seront dirigés vers l'arrêt Kimbangis où un tronçon de près de 200 mètres va être décapé et refait. Les habitants des quartiers Vindulu, Péage, Douanier, Obambi et Mengo devront prendre leur mal en patience car d'ici la fin du mois de janvier certainement, cette zone ne connaîtra plus de difficultés dans la circulation. Dans le plan directeur de la ville de Pointe-Noire, le rond-point Jean-Pierre Tshisekedi-Kaya ne pouvait abriter un marché, lieu stratégique qui relie la ville de Pointe-Noire à l'intérieur du pays et mérite d'avoir une autre image plus belle par rapport à celle que nous trouvons sur les lieux. Par manque d'emploi, manque d'argent et autres, ce lieu a été transformé en marché de fortune. Combien de fois a-t-on déguerpi les occupants de ce marché? Tout a commencé avec l'administrateur maire Jean-Baptiste Pouele Mavungu du 5e arrondissement Mongompuku qui avait cassé toutes les tables longeant la route nationale numéro 1 de l'école sans pareil au rond-point Jean-Pierre Tshisekedi-Kaya. Une semaine seulement a suffi pour que ces commerçants reviennent, comme quoi, chasser le naturel, ils reviennent toujours au galop. C'est cette action qui avait permis à la Congolaise de route de procéder à la mise en place des balises que nous trouvons sur les lieux. Mais du côté de Luangili, les tables n'avaient jamais été cassées. Voilà comment ceux qui sont du côté de Mongompuku sont vite revenus installer leurs tables et l'activité commerciale a repris sans condition, alors que la place réservée pour le marché est en train de voir naître un marché digne de ce nom. L'action de la DGSP fait nuitamment à casser toutes les tables, cette fois-ci sans exception de part et d'autre, c'est-à-dire du côté de Mongompuku et du côté de Luangili. Mais les commerçants qui sont installés du côté de Mongompuku refusent de partir de là. Certains se sont exprimés, mais c'est, s'il vous plaît, en langue Kituba, question de faire passer le message. On a pensé sinon, que big bet n'a pas fait après mettre monter dans Zukuna. Mais brusquement, avec lui mon secrétaire Zan, la Zan va mettre dans Zukuna, comme la Zukuna, même pas à condition, même pas à condition il fait bien. Mais tu as la grand marché, il y a grand marché. Avant peut-être qu'on a dans OCH. Mais tu as là il y a dans OCH. Maintenant qu'on a pipe, pas mis mon secrétaire. Maintenant monter dans Zukuna. Na kumeta passé kuna bazana kuna na table de table kuna mabaya 95 000 maintenant kuna suka
La deuxième, on commence à faire. Peut-être qu'on a Zoukouna, peut-être qu'on a une place, terrain qui est venu à Maza, peut-être qu'on a une table, peut-être là même Kuna. Ça veut dire qu'on a une place. La même moi, c'est Beto, le coup dit quoi. Donc, c'est-à-dire, peut-être l'Inde même pas la zone qui sert. Ah ouais, ça qui sert. Maintenant, l'Inde, mais vous allez installer dans le côté qu'on tourne les angles. Pas mal, ça compte soit après, vous allez qu'on a besoin de marquer. Le matin, nous mettons ça, nous mettons Zoukouna, mettons quoi une balle, mais ça, tu vas tourner, c'est normal, c'est normal. Il y a des gens qui écrivent, c'est normal. Ça veut dire que tu as construit avec quoi, mais tu connais maintenant mal. Donc, Madame le maire, n'a pas bien l'engin, mais tu me manques. Et que loi qui marque, il dit que tu as normal, mais tu souhaites pas que tu s'engagnes, tu me couines. Mais tu as dans zone, ma baille 85 000. Mais 50 000, mais tu manques. Le football, ce sport unificateur, est de nos jours un sport pratiquement inexistant au Congo-Brazzaville. Aucun championnat depuis 2 ans et les équipes engagées en compétition africaine sont dans l'obligation de faire comme lorsque l'on pratiquait le football il y a 50 ans. Un football de quartier. La preuve, AC Léopard a été éliminé dès le premier tour et AS Oteo continue la course, clopin-clopant. Mais le football au Congo est naturel. Même sans stade, les enfants jouent au ballon. Sans formation, les jeunes sont sur les différentes ruelles, avenues et parfois les cours des écoles pour jouer au football. Tels ces jeunes que vous avez sur votre petit écran. Sans apport financier, sans soutien, ils jouent au ballon et ils font ce que les plus grands ne font pas. Les plus anciens encadrent les plus petits. Le football aujourd'hui nourrit des familles entières et le nôtre n'a pas le droit de disparaître. Et les talents partent de la rue tels que nous l'avions sur notre petit écran. Si certains pays ont procédé par des centres de formation, les nôtres c'est dans la rue. Un petit coup de pouce permettrait à ces jeunes d'aller de l'avant. Sur la motivation et les difficultés, voici le coach par circonstance. C'est comme un centre, mais comme dans le quartier, on n'a pas de stade et j'ai organisé les enfants. Lorsque dans la rue, les parents me chassent, je change de ruelle ou je vais dans une école. Nous n'avons pas de soutien. Tout ce que nous faisons, nous le faisons nous-mêmes. Et ce que je fais, c'est après avoir vu ce qui entraîne que je viens également organiser les enfants. Je reçois les enfants de tout genre. J'en ai pratiquement 30 poussins, 25 cadets et 25 minimes. Et avant de recevoir des enfants, je suis dans l'obligation de me rendre auprès des parents
pour essayer de connaître le comportement de chacun. Le nom de notre centre, c'est droit au but. Lorsqu'ils sont nombreux, je suis obligé d'organiser les entraînements parce que certains vont d'abord à l'école et il faut attendre qu'ils terminent l'école pour venir s'entraîner. Et c'est en ce moment-là que certains parents me chassent devant leur ruelle. Et la première saison, je me suis fait inscrire à la sous-ligue de Mfumvu. La première saison en cadet, nous sommes sortis premiers. Et la deuxième saison en minime, nous étions également deuxième. C'est juste pour dire que notre but, c'est d'emmener ces enfants vers la connaissance du football afin qu'ils deviennent réellement des bons footballeurs qui peuvent représenter le pays. Alors que les dirigeants à tous les niveaux mettent de l'eau dans leur verre afin que vive le football au Congo-Brazzaville.